Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que je peux Oui, juste avoir... parfaitement. Oui, super. Merci. Alors tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de Menorah Live de nous permettre de nous réunir pendant ces soirées et de profiter de quelques instants ensemble et partager également des sujets d'actualité, des sujets qui sont source de réflexion pour plusieurs d'entre nous. Et je suis très, très heureux de pouvoir donc partager cette heure avec vous ce soir. Et je vous remercie également, vous aussi, de vous connecter, de prendre votre temps pour passer ce moment de partage ensemble. Alors, dans l'ère dans laquelle nous sommes et que nous vivons, c'est évidemment cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle tendance qui se développe de plus en plus, c'est celle que chaque individu est à la recherche du soi. Qui je suis réellement? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon but dans la vie? Que ce soit au niveau professionnel, familial, dans le couple. Et ce sont des questions qui reviennent souvent. Alors, c'est vrai que dans le cadre de l'accompagnement que je propose aux personnes qui me sollicitent, et je souligne d'ailleurs que c'est un accompagnement, ce n'est pas un suivi. Je le dis à tous mes clients, je ne suis personne pour les suivre, mais par contre, j'ai le privilège d'accompagner euh, pas mal de personnes, beaucoup de personnes. Et dans cet accompagnement, ce qui revient le plus souvent, c'est comment faire pour se développer, pour aller plus loin, pour atteindre nos objectifs, pour réussir à devenir meilleur et bien sûr trouver la voie qui est la meilleure pour nous. Et on va dire, dans le cadre communautaire, c'est vrai que cette question de développement personnel et également confiance en soi et tout ce qui en découle, euh, nous porte parfois à ce questionnement, est-ce que réellement tout ça est cohérent et en cohésion avec ce que la Torah nous enseigne, ou bien ce sont des pratiques qui sont en décalage avec l'enseignement de la Torah. Alors personnellement, évidemment, je vais profiter de cette soirée pour vous proposer un cheminement de pensée. Euh, donc on va être ensemble environ 45 minutes, une heure. Donc la conférence durera 45-50 minutes. Ensuite, on laissera une dizaine de minutes pour les questions. Alors permettez-moi de commencer par une petite histoire. Donc c'est l'histoire d'une personne qui se promène dans une forêt et puis il voit un groupe de bûcherons en train de couper des arbres et il remarque qu'il y a deux groupes de bûcherons. Le premier groupe, ce sont des bûcherons qui alignent tous les troncs d'arbres qui ont été coupés d'une certaine façon et ils essayent tant bien que mal de les empiler sans que les troncs roulent les uns sur les autres. Et puis, ils voient que ce groupe se fatigue énormément à les disposer pour qu'ils tiennent convenablement. Et puis, ils remarquent que de l'autre côté, un petit peu plus loin dans la forêt, il y a un bûcheron là-bas, tout seul, et la pile de ces troncs est parfaitement alignée, et même il y a quelque chose d'étrange dans cette pile de troncs qui sont alignés, parce qu'il remarque une nette différence entre le premier groupe et ce bûcheron seul qui est en train d'œuvrer tout seul dans son coin et qui a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Alors évidemment, cette personne, ce promeneur, se questionne et se dirige vers ce bûcheron et lui, excusez-moi, je vois que vous pratiquez exactement le même métier, vous êtes, vous, bûcheron, et également vos camarades d'à côté, et pourtant, je remarque qu'il y a une nette différence
entre les piles de troncs de ce groupe et les vôtres, et pourtant vous êtes tout seul. Alors, ce bûcheron lui dit, écoutez, moi j'ai développé une technique très simple. Mais avant de vous dire ma technique, je vais vous expliquer comment mes camarades font pour empiler tous les troncs. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'on coupe l'arbre, alors évidemment, il y a des branches qui partent de partout, on les élague, et puis évidemment, il reste encore des morceaux de bois qui partent un petit peu dans tous les sens, et c'est ce qui rend difficile la tâche pour empiler les troncs. Alors, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est simplement couper à ras les morceaux qui sortent, qui ressortent, et puis prendre une sorte de machine et commencer à poncer les troncs pour essayer de les rendre les plus lisses possibles. Et puis, comme ça, tous les troncs pourront se juxtaposer et puis ensuite créer une pile facilement. Il me dit, mais bon, c'est vraiment très très difficile ici dans les conditions, dans la forêt, de poncer des troncs pour qu'ils soient vraiment lisses pour pouvoir les empiler correctement et convenablement. Alors, le promeneur lui demande, alors, vous, qu'est-ce que vous avez choisi? Il dit, bah, regardez, je vous laisse observer. Ce que j'ai choisi de faire, c'est simplement, dans les endroits où il y a les imperfections, prendre une petite mèche et faire un trou pour emboîter les troncs les uns avec les autres. Et avec ça, je gagne deux choses. La première, c'est que je ne perds pas autant de temps à poncer l'ensemble des troncs que je coupe. Et la deuxième chose, c'est que je gagne en solidité. Je gagne du fait que tous les troncs, en fait, ils sont réellement réunis les uns avec les autres et ils se renforcent parce que le tronc qui est emboîté dans l'autre aide l'autre tronc à se maintenir. Évidemment, cette histoire, cette anecdote, c'est celle qui va nous guider un petit peu pendant cette conférence et c'est celle qui va nous apporter les éléments nécessaires pour comprendre qu'est-ce que réellement le soi et est-ce que ce soi dont on parle dans le développement personnel est cohérent avec les enseignements de la Torah ou pas. Alors, je vous laisse un peu en suspense parce que vous verrez à la fin de la conférence le lien avec cette histoire. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que réellement le soi? Alors, déjà, le soi, à ne pas confondre avec l'ego. Alors, on va déterminer ce que c'est l'ego. Ensuite, on comprendra qu'est-ce que le soi. Alors, l'ego, ce qu'il faut comprendre, c'est un élément vital. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est-à-dire que lorsque un petit enfant naît, un bébé naît, c'est son instinct vital qui le pousse à pleurer quand il a faim, c'est ce qui le pousse à pleurer quand il a besoin de la proximité de ses parents, c'est ce qui le pousse à pleurer et à s'exprimer de la façon dont il peut s'exprimer, donc les pleurs, pour que ses parents puissent subvenir à ses besoins. Donc c'est intimement lié à sa démarche vitale. Et pourquoi? Parce que exister passe à travers ce que nous sommes. Donc, c'est notre ego. Sauf que dans le temps, ce qui se passe, c'est que nous vivons un certain nombre d'événements. Maintenant, tous ces événements, que ce soit notre environnement, que ce soit notre éducation, que ce soit nos connaissances, nos amis, la famille, n'importe, tout ce qui est notre entourage, très souvent, cet entourage est là pour essayer de nous modeler et nous apporter une image et nous apporter un moule dans lequel on doit être euh, forcément adapté pour pouvoir exister. Alors, certainement, évidemment, qu'il y a un cadre de vie social qui est obligatoire. Mais très souvent, ça dépasse le cadre de vie éducatif obligatoire dans lequel chacun a le devoir de s'inscrire pour être un bon citoyen, pour être
une bonne personne, pour avoir de bonnes valeurs. Par exemple, il suffit qu'une personne ou un enfant n'ait pas d'excellentes notes en maths, alors systématiquement, on lui dira, bah, écoute, pour toi, c'est pas trop les maths, tu n'as pas une tête à comprendre les maths. Et pourtant, c'est complètement faux. Parce que peut-être il a un certain système de fonctionnement qui ne lui permet pas d'aborder les calculs mathématiques exactement de la façon dont ils sont abordés habituellement. Et donc, ce qui se passe au fur et à mesure, c'est qu'il y a comme une sorte d'accumulation qui crée à l'intérieur de la personne, à l'intérieur de l'individu, cette déformation, si on pourrait l'appeler comme ça, cette déformation entre la part qui est notre part vitale, notre existence vitale, et ce que notre environnement considère de nous. Je m'explique. Puisque l'environnement nous a apporté un certain jugement, donc la conclusion de ce jugement, c'est quoi? C'est que forcément, j'ai une carence. Alors certes, cette carence peut être complétée, peut être comblée, mais tant que je cultive cette image à l'intérieur de moi-même, ça va forcément toucher mon aspect intérieur, ma facette intérieure. Et donc, je vais choisir, par peur, de me détacher de ce que je suis réellement pour m'inscrire dans ce que la société ou les personnes qui m'entourent considèrent qui est bon pour moi. Et donc, c'est là que l'ego commence à devenir quelque chose, entre guillemets, de complexe. Pourquoi? Parce que simplement, une personne qui va devoir réagir à une remarque que quelqu'un lui fait au sujet d'un de ces points dans lequel il a préféré le mettre de côté à la place de le traiter, à la place de le prendre en considération et d'évoluer. Alors systématiquement, sa réaction sera une réaction virulente ou même une réaction dans laquelle il va se sentir rabaissé ou une réaction dans laquelle il va se sentir euh, complètement mis à l'écart. Par exemple, si on prend l'exemple de cet enfant alors, auquel on a collé cette étiquette que tu n'es pas bon en maths, c'est un exemple évidemment, alors dès l'instant où quelqu'un lui fera une remarque, il ne serait-ce que même pour quelque chose de totalement anodin, ce qui concerne les calculs ou les mathématiques, ça va éveiller en lui une réaction émotionnelle, une réaction physique, même voilà, ça peut être de la colère, ça peut être même n'importe quelle réaction qui peut causer un déferlement intérieur dans lequel il va dire mais pourquoi il m'a tellement rabaissé en me parlant comme ça? Et donc, ça touche profondément la personne qu'il est, donc ça touche son existence, et il a alimenté quelque part son existence uniquement par le fait que les autres lui ont collé cette étiquette. Et donc cet ego-là dans lequel on parle, c'est évidemment un ego qui n'a pas la place d'être, n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être parce que nous l'avons alimenté uniquement par ce que notre entourage, notre vie et nos expériences, alors la plupart du temps négatives, parce que c'est vrai que malheureusement, notre cerveau a plus de facilité à créer des patterns, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à créer des images sur les parties difficiles qu'on a vécues, plus que sur les parties positives. Alors, vous allez me demander pourquoi? Bah, tout simplement parce que le cerveau fonctionne de sorte à ce qu'il a un système de récompense et quand il n'a pas ce système de récompense, donc le système de dopamine qui est éveillé, alors automatiquement, il va ancrer dans ces images cérébrales, il va ancrer que l'événement qu'il a vécu, il va devenir un événement traumatique. Et donc, même si dans le temps, sous une autre forme, ce même événement, il va se reproduire même dans un autre environnement avec d'autres personnes,
immédiatement, le cerveau va tirer une sonnette d'alarme. Et on retrouve ça souvent plus tard lorsqu'on a des différends dans le couple. C'est qu'il y a parfois dans ces moments-là des choses qui ressortent et nous-mêmes, on ne comprend pas, mais quelle est la racine, quelle est la source. Et parfois, ce sont la racine et la source de ces réactions, c'est parce qu'on a nourri quelque part dans le passé, ou même dans le présent, un certain nombre d'événements auxquels on les a tout simplement laissés nous envahir et on n'a pas pris le temps de créer un réel accompagnement par rapport à ces points-là. Donc ça, c'est déjà pour comprendre qu'est-ce que l'ego. Maintenant, le soi, c'est totalement différent. Le soi, c'est la personne que nous sommes réellement sans toutes ces étiquettes, sans tous ces aléas, sans toutes ces expériences négatives qu'on aurait pu vivre ou qu'on a vécues dans le passé. Sans ces étiquettes que parfois un certain nombre de personnes ont pu coller sur nous pour dire, ben voilà, toi, t'es pas comme ça, toi, t'es pas bon dans le sport, t'es pas bon dans l'étude, t'as pas les capacités pour. Le soi, c'est la personne que nous sommes, intègre, telle que Dieu nous a créés, sans aucune contrainte. Regardez, observez un petit bébé. Un enfant, il n'a aucune contrainte. Il n'a aucune contrainte parce qu'il a la liberté de pouvoir s'exprimer et il est même légitime de réclamer ce qu'il a réclamé. Et il est même légitime de dire ce qui ne lui convient pas. Alors évidemment, lorsqu'un enfant est petit et bébé, alors il exprimera avec sa façon de s'exprimer. Mais au fur et à mesure du temps, dans notre modèle de société dans lequel on vit, on va essayer de maintenir et de contenir cette façon de pouvoir s'exprimer uniquement pour modeler les individus selon un modèle choisi. Ça peut être un modèle familial, mais ça peut être même un modèle de société. Donc le soi, c'est cette partie intérieure auquel nous sommes profondément attachés. Ce qui est vachement intéressant, c'est que nous sommes dans la période où l'on étudie les Pirkei Avot. Et je vous invite à lire, si vous avez un peu de temps, ce qu'on appelle les Shmona Parakim la Rambam. C'est les 8 chapitres du Rambam. Ce sont 8 chapitres que le Rambam a écrits en judéo-arabe. Et c'est l'introduction à son interprétation à la Mishnah. Et ces Shmona Parakim sont bien sûr liés également au Pirkei Avot. Et ce sont des enseignements du Rambam très profonds sur l'aspect psychologique et également l'aspect physiologique de l'être humain, comment il est constitué et comment faire pour que l'être humain trouve son équilibre. Et là-bas, le Rambam rapporte 5 points qui sont profondément liés au soi, ce que nous sommes en train d'expliquer. Alors, le premier point, le Rambam dit que l'homme est défini tout d'abord par son aspect physiologique. C'est ce que le Rambam appelle dans son langage Hazan. Hazan, c'est ce qui nous nourrit. Donc, c'est notre organisme tel qu'il fonctionne habituellement, sans contrainte. Ensuite, le Rambam parle du margish. Margish, ce sont les 5 sens. C'est à travers quoi on peut ressentir. Alors, ne pas confondre avec les émotions, les sentiments. Ensuite, il parle du Kor Hamedameh. Kor Hamedameh, c'est l'imaginaire. Qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, ce sont encore une fois toutes les images que nous avons engrangées dans notre esprit. Et à travers ça, on arrive avec notre mental à se projeter dans ce qu'on a envie de faire. Ensuite, on a le corps Hamit Horer. Qu'est-ce que le corps Hamit Horer? C'est l'éveil. Alors, notre éveil, c'est quoi? C'est le discernement et la volonté. Quand une personne est en plein éveil, il a le discernement, c'est-à-dire il sait dissocier entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et il a également la possibilité d'éveiller sa volonté, c'est-à-dire d'aller au-delà, une fois qu'il a fait ce discernement, une fois qu'il a choisi sa voie,
Il peut engager sa volonté pour justement entreprendre cette voie et aller jusqu'au bout. Et en dernier, il parle du corps hasikhli, donc c'est évidemment l'aspect intellectuel. Donc, c'est-à-dire que selon le Rambam, le soi, l'être humain, il est constitué de ces 5 parties. Si on essaye de les catégoriser d'une manière un petit peu plus globale, c'est qu'on a donc la partie physiologique, la partie sensorielle, et nous avons ensuite toute la partie qui concerne notre développement intérieur, qui démarre bien sûr par le cerveau, c'est cette partie imaginaire, ensuite c'est notre partie éveil, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quelle voie je m'engage, et puis ensuite, ce qui chapeaute tout ça, c'est l'aspect sikhli, l'intellect, que lui-même se répartit, le Rambam rapporte cette répartition intéressante, entre notre capacité à œuvrer, c'est-à-dire à matérialiser notre pensée et notre engagement, et l'autre partie qui est la partie plus philosophique, c'est-à-dire la partie dans laquelle on va entreprendre des réflexions plus profondes dans lesquelles euh, qui vont constituer la personne que nous sommes pour un certain nombre de choix de la vie. Donc, ce qu'on remarque, c'est que déjà, le soi, selon le Rambam, est composé de cette partie physique, physiologique, et cette partie intellectuelle. Le Sefer HaChinour, qui fait le dénombrement des mitzvot, il rapporte que nous avons une mitzvah parmi les 613 mitzvot qui se nomme les Hiddamot Bidrachav, de ressembler au maximum au Créateur. Ça fait partie des 613 mitzvot. Maintenant, ça reste un peu vague. Quelle est la signification de s'identifier et de ressembler au Créateur? Alors, je vous cite la phrase du Sefer HaChinour. Il dit la chose suivante. Lehatot dvarenu shebenenu leven zulatenu. C'est-à-dire, faire en sorte de trouver l'équilibre entre nous et le monde qui nous entoure. Zulat, bien sûr, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi notre entourage de manière plus générale. Donc déjà, on remarque ici le Sefer HaChinour, lui, ce qu'il nous suggère, ce qu'il nous apporte comme enseignement, c'est que pour pouvoir être ressemblé, c'est-à-dire développer cette partie du soi, c'est de trouver l'équilibre entre l'aspect physiologique, c'est-à-dire notre partie corporelle qui nous constitue, et notre partie intérieure qui est celle qui nous anime et c'est celle qui est le moteur qui va animer cette partie corporelle. Et si on voit un peu plus loin dans la réflexion, c'est que la Gemara nous dit Ani lo nivreti ela leshamesh et koni. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde de sorte à ce que l'homme soit l'être privilégié sur terre. Et nous avons ici ce signe de confiance que le Créateur nous a mis entre les mains, et au tel point que la Gemara nous dit que l'homme a été créé uniquement, pourquoi? Pour œuvrer à la volonté divine. Mais quelle est la signification? Quelle est réellement la mission d'un homme pour œuvrer ici? Si Dieu nous a mis cette confiance entre les mains, c'est que forcément, pour pouvoir œuvrer à améliorer le monde qui nous a mis à disposition, c'est que notre propre structure, comme le Sefer HaChinour le dit, doit être une structure équilibrée. Ce soi que le Rambam nous cite, que nous avons cité, ces 5 parties doivent retrouver un équilibre, doivent retrouver un sens à leur vie. Parce que si nous autant qu'êtres humains, nous ne nous engageons pas à aller de l'avant et à améliorer notre structure, améliorer notre soi, alors c'est évident que Dieu ne pourra pas nous accorder sa confiance pour continuer à œuvrer et à parfaire sa création. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'homme,
il y a une question intéressante, c'est comment se fait-il que le nom qui a été choisi pour définir l'homme, c'est Adam, et Adam, c'est évidemment Adama, ça vient de la terre. On aurait pu quand même accorder un nom un petit peu plus privilégié à, à l'être qui est censé être le maître sur terre pour continuer à œuvrer dans la création divine. Et pourtant, on le nomme sur le nom de la terre. Alors évidemment, il y a plusieurs explications, mais je choisirai celle qui apporte le Maharal. Et c'est une phrase vraiment fabuleuse, extraordinaire. Le Maharal dit comme ça, il dit, le but d'un homme, c'est quoi? La tset minakor et la poal. En français, c'est l'objectif d'un être humain, d'un individu, c'est de sortir du potentiel au réel, de concrétiser son potentiel. Quel est le lien avec la question comment se fait-il que l'homme s'appelle Adam Minha Adama de la terre? Tout simplement parce qu'on remarque que la terre, elle a exactement la même qualité. La qualité de la terre, c'est qu'en soi, tout le travail de la terre, lorsqu'on plante, c'est de potentialiser la graine qui va être plantée. C'est-à-dire que l'homme, en soi, il a une capacité à potentialiser tout ce qu'il a autour de lui. Mais pour pouvoir œuvrer et pouvoir justement potentialiser ce que nous avons entre les mains, nous devons déjà pouvoir exister. Regardez ce que la Gemara dit. Ani l'onivreti ela leshameshet koni. Ce ani, ce moi, ce je, il doit exister. Cette création qui est appelée l'homme, l'être humain, doit exister. Elle doit forcément faire partie de notre existence. Notre but, c'est de savoir, est-ce qu'on va choisir d'opter pour cette partie d'ego dont nous avons parlé au début, dans laquelle on va se simplement renfermer sur ces patterns, sur ces modes opératoires auxquels nous avons été peut-être contraints, ou peut-être nous les avons même choisis à un certain moment. Et donc, ces mêmes modes opératoires, c'est ceux qui déclenchent en nous une partie de nous qui n'est pas réellement le soi, cette partie profonde dont le Rambam nous a réellement décrit, c'est cette partie physiologique, parce que nous avons également le devoir de maintenir une cohérence au niveau physiologique. Le Rambam, dans son livre Sefer Hamada, il apporte également l'équilibre très important au niveau corporel, de ne pas être dans l'excès. Et c'est évident que même au niveau mental et au niveau émotionnel, cet équilibre est également obligatoire. Donc, si nous voulons être réellement les bons shluchim du Créateur ici dans le monde, c'est la première condition, c'est de faire en sorte d'être réellement attaché, réellement lié à notre soi intérieur. C'est-à-dire aller à la recherche de qui nous sommes. Et pour pouvoir le faire, essayons un instant uniquement de même prendre quelques moments et de réfléchir et de se poser la question. Mais si aujourd'hui, je devais un instant quitter le regard des autres, quitter la façon dont les autres me considèrent et retrouver uniquement ma voix intérieure, la voix et la voix dans les dans les deux façons de les écrire. Donc, nos deux voix est d'essayer de les entendre pour pouvoir trouver et entendre la personne que je suis réellement. Et en faisant ce travail, on commence à trouver l'équilibre, on commence à retrouver cette énergie qui est en nous, celle, comme le dit le Maharal, la tset minakor et la pol, c'est-à-dire être celui qui potentialise, qui donne la possibilité de potentialiser quelque chose auquel
dans lequel je m'investis. Maintenant, pour pouvoir potentialiser, pour pouvoir exercer ce mouvement, évidemment, on a besoin d'un élément essentiel, c'est la volonté. Comme on l'a dit, c'est qu'on ne peut pas prétendre pouvoir changer ou pouvoir atteindre ce soi si on n'a pas le moteur qui est la volonté. Alors, il faut savoir que dans les écrits de la Chassidoute, et même dans d'autres endroits, on remarque que très souvent la volonté, ce qu'on appelle le Ratzon, c'est une partie de nous qui est très difficilement atteignable si on ne se donne pas les moyens de comprendre comment l'activer. Comme on le remarque dans notre vie de tous les jours, très souvent on a des élans de volonté de changement, on démarre un jour, 2 jours, et puis soudainement, ça repart comme avant. Et puis on se pose la question, mais je ne comprends pas, pourtant j'ai pris une décision, comment ça se fait que je n'arrive pas à tenir? C'est justement cette accessibilité à la volonté, ou pour reprendre les termes que nous avons utilisés juste avant, cette accessibilité à la potentialisation qui est en nous, que le Créateur nous a mis à disposition, qui reste un petit peu secrète, mais en fin de compte, si on va réfléchir, on va trouver ensemble l'élément déclencheur de cette partie de volonté, de cette part qui est la volonté. Alors, je vous propose de partager avec vous la réflexion suivante. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la volonté, c'est une force qui est liée à une part d'illimité, une part illimitée qui est en nous. Exactement de la même façon que la terre. Vous planterez aujourd'hui des carottes, il y aura des carottes, et puis quelques temps plus tard, vous planterez des tomates, et la terre ne va pas grogner, ne va pas vous dire écoute, comme tu as planté des carottes il y a un an, je ne ferai pas pousser des tomates aujourd'hui. Parce que le potentiel, il est toujours là. Sauf qu'il faut pouvoir mettre la bonne graine pour pouvoir la développer. Donc la volonté, puisqu'elle est illimitée, elle est forcément liée à la neshama, à cette part divine qui est en nous. Et donc cette part divine qui est en nous, et je précise également que même chez les nations, même chez les non-juifs, alors vous allez me dire ils n'ont pas de neshama, donc est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de volonté? Alors non, pas forcément. C'est que même les nations, même les non-juifs qui arrivent à atteindre dans leur univers personnel la part la plus raffinée qui est en eux, ça sera leur part d'illimité. Mais nous avons la chance, autant que juifs, d'avoir cette part divine, ce souffle divin, qui nous donne une longueur d'avance, une capacité et un impact encore plus grand à pouvoir exercer et déployer notre volonté. Alors, notre volonté est liée à la neshama. Maintenant, il y a le moi, on va l'appeler le je, et le je, c'est notre aspect humain. Un petit peu comme le Rambam nous l'a décrit, c'est toutes les parties, la partie physiologique, les sens, l'imaginaire, l'éveil, jusqu'à la partie intellectuelle, jusqu'au cerveau. Donc toute cette partie, c'est le je. Ou bien dans le langage chassidique, c'est mon enveloppe corporelle. Donc c'est l'humain. L'humain, par la force des choses, il connaît une limite. Sauf que la volonté, c'est quoi? C'est le vouloir, c'est ce que j'ai envie. La volonté, c'est la neshama. Donc toute la question, c'est de savoir, est-ce que dans mon je laisse transparaître cet aspect illimité qui est la neshama? Est-ce que je lui donne la possibilité de s'exprimer? Ou bien je vais uniquement utiliser le je pour être une maîtrise sur quoi? Sur ce qu'on a expliqué juste en début de conférence, sur mon ego.
Donc, plus j'épuise le jeu, plus j'épuise mes ressources personnelles à vouloir être là en train de maîtriser tous les schémas dans lesquels j'ai pu m'inscrire dans le passé, dans le présent, et commencer à essayer de les modeler et à maîtriser ces événements, alors ce jeu-là, donc sans jeu de mots bien sûr, ce jeu, il sera à un moment donné, il sera limité. Pourquoi? Parce que je laisse uniquement la possibilité à mon enveloppe corporelle de s'exprimer. Par contre, quand je déploie ma volonté, qui est cette part divine qui est en moi, c'est la neshama, alors à ce moment-là, c'est évident que le jeu, il n'est plus animé par moi, il est animé par la neshama. Il est animé par ce que le Créateur m'a donné comme énergie, ce que le Créateur m'a donné comme énergie pour pouvoir la déployer. Et donc, si on remarque la Chassidoute, le Tanya, nous dit que le lieu dans lequel la Neshama s'exprime, c'est le cerveau, le mort. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Mais comment ça se fait que la Neshama se révèle forcément dans le cerveau? Parce que vous allez remarquer que le cerveau, c'est quoi? C'est la partie qui est en nous, qui est matérielle, mais qui contient également un aspect spirituel. Je m'explique. Nous avons le cerveau c'est un morceau de chair, comme d'autres parties du corps. Et pourtant, dans notre cerveau, il y a les pensées, il y a l'intellect, il y a le développement. Mais si j'observe un cerveau tel quel, je ne verrai rien. Je ne verrai pas ces pensées se développer. Donc, c'est-à-dire que c'est l'outil qui fait la jonction entre le monde spirituel, entre la neshama, entre ce moteur, cette énergie qui est la neshama, et notre enveloppe corporelle. Donc, le développement personnel passe par quoi? Passe par le fait de laisser de l'espace à cette part divine qui est en nous pour pouvoir la laisser s'exprimer. Et lorsqu'on laisse exprimer cette part divine, forcément, on laisse exprimer le soi. On laisse exprimer la personne que nous sommes sans aucune contrainte autre à celle que les autres nous ont imposée. C'est exactement à l'image de cette histoire du bûcheron qu'on a raconté en début de conférence. La question, c'est est-ce qu'on va passer notre temps à essayer de limer, de poncer notre ego pour pouvoir essayer de s'adapter avec la société qui nous entoure, ou bien ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement créer des petites encoches dans lesquelles on va laisser justement cette part divine, cette part de volonté, cette part de la neshama de pouvoir s'exprimer en nous et à ce moment-là devenir plus fort. Devenir plus fort vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'on va retrouver notre propre équilibre, et aussi vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que les autres aussi, lorsqu'on va être dans un échange, dans une confrontation, ce qui va m'intéresser en premier lieu, c'est pas de savoir est-ce que l'autre m'a frustré, est-ce que je suis cohérent avec ce que l'autre veut de moi, mais plutôt ce que je vais essayer de rechercher, est-ce que je suis en cohésion avec la personne que je suis? Est-ce que je suis en cohésion avec la mission dans laquelle que Dieu m'a confiée, c'est-à-dire être le créateur ici dans ce monde pour parfaire ce que j'ai à disposition. Et pour ajouter un point supplémentaire, c'est d'ailleurs ce que Viktor Frankl rapporte dans son livre, Donner un sens à sa vie. Alors certainement, vous connaissez Viktor Frankl, mais ce qu'il a retenu de toute son expérience dans les camps de concentration, c'est celle de savoir que quand on donne un sens, un but, un cheminement dans notre vie, personne ne peut nous arrêter. Et c'est ce qu'il a constaté dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les personnes qui avaient cette volonté qui ne dépendait absolument pas des événements extérieurs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ils vont dire? Où aujourd'hui ils vont m'emmener? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ils vont décider? Non, ma volonté profonde, c'est de rester en vie. Ma volonté profonde, c'est de revoir ma famille. Ma volonté profonde, c'est de m'en sortir.
Et donc ça, c'est la part inébranlable que même dans les pires circonstances, il a pu observer que c'est ces individus qui ont réussi à tenir. Et donc, pour revenir à la question de départ, au thème de la conférence, alors, est-ce que la confiance en soi est en opposition avec la Torah? Est-ce que le développement personnel en général est en opposition avec la Torah? Alors, j'ai envie de vous répondre que le développement personnel est l'outil dans lequel chaque individu, chacun, peut retrouver son équilibre pour être la meilleure personne et faire en sorte de pouvoir développer son potentiel, comme le Maharal le dit, pour trouver l'équilibre de son soi, comme le Rambam nous le dit dans les 8 chapitres, dans les Shmona Parakim, entre la partie physiologique et la partie mentale, et la partie évidemment émotionnelle. Et puis tout ça à travers quoi? À travers le fait que nous pouvons exprimer à travers notre part illimitée, cette part de potentiel illimité que Dieu nous a mis à disposition. Et c'est à nous de faire le choix. Est-ce qu'on souhaite uniquement euh, œuvrer pour mettre des petites rustines ou des petits pansements lorsque on a des événements de la vie qui ne nous correspondent pas, ou bien ces mêmes événements qui viennent à nous, ce sont les éléments déclencheurs pour pouvoir nous apporter cette réflexion, cette introspection auquel on va se poser réellement la question, à savoir, est-ce que peut-être les modèles dans lesquels je me suis inscrit jusqu'à maintenant, ce sont des modèles limitants et je devrais faire le choix de m'inscrire dans des modèles qui me permettent d'être la personne que j'ai envie d'être pour pouvoir exprimer ma part d'illimité, ma part divine que Dieu m'a mis à disposition. Et c'est encore une fois à l'image de ce bûcheron dans lequel il a dit, je ne vais pas perdre du temps à essayer de modeler extérieurement, mais je vais uniquement laisser passer une part de moi, je vais faire un écart en moi pour laisser transparaître l'intérieur, la part divine qui est en moi. Et je trouve que cette approche est une approche fondamentale aujourd'hui. Nous sommes dans la période du conte du Homer en plus, le Sfirat Homer, on remarque ce travail individuel et spécifique que nous lisons chaque jour, c'est ce travail qui a pu permettre l'évolution du peuple juif en sortant d'Égypte pour constituer leur personnalité, pour constituer leurs valeurs, pour constituer leur travail personnel. Et on remarque que ce travail personnel, c'est un travail qui est obligatoire et même préalable pour recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah, on ne peut pas être des receveurs si nous-mêmes, on n'a pas essayé d'ancrer en nous les valeurs nécessaires pour pouvoir le recevoir. Et je terminerai avec un enseignement qui m'a beaucoup apporté, que j'ai lu il y a quelque temps. Dans les lois de la pureté et de l'impureté, on remarque quelque chose d'étrange, c'est qu'un ustensile en métal, il soit en or, en argent, lorsqu'il y a quelque chose d'impur qui a un contact avec cet ustensile à l'extérieur, alors l'objet devient impur. Mais si par contre l'impureté, elle est uniquement dans le, dans le réceptacle, alors ce récipient en métal ne prend pas d'impureté. Cependant, si c'est un récipient qui fait en terre, en argile, alors si la partie impure touche l'extérieur, l'ustensile ne devient pas impur. Par contre, si la partie impure est uniquement suspendue dans l'air de l'ustensile, l'ustensile devient impur. Et c'est étrange, quelle est la différence? Comment se fait-il? Alors brièvement, parce que c'est une explication un peu longue, mais brièvement, c'est que
l'ustensile en terre, en argile, lui, toute son importance, elle apprend de quoi? Elle apprend du fait que on l'ait façonné pour devenir un contenant. Et une fois qu'on l'a façonné pour être un contenant, c'est ça qui lui donne son importance. Mais en soi, le matériau, c'est pas un matériau qui est noble, c'est de la terre. Et donc, c'est pour ça que quand l'impureté est uniquement dans la partie intérieure de l'ustensile, c'est ça qui le rend impur. Mais par contre, s'il touche l'extérieur, puisque l'extérieur n'a pas réellement d'importance parce que la matière est une matière qui n'est pas noble, alors il ne le rendra pas impur. Par contre, dans les objets qui sont en métal, puisque les matériaux ils sont déjà en soi avec une certaine importance, donc uniquement le contact extérieur déjà les rend impurs. Par contre, le fait que ces mêmes ustensiles ont été façonnés, c'est pas ça qui leur donnera une importance, puisque même s'ils sont à l'état brut, ils auront tout de même leur valeur. Alors, qu'est-ce que ce point nous enseigne? Nous enseigne que c'est vrai que peut-être Dieu, comme on l'a dit, il nous a façonné Afar mina Adama, il nous a façonné de terre. Mais ce qui est important, c'est pas le contact extérieur. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous, on cultive à l'intérieur. Si dans l'impureté, ça fonctionne de cette façon, c'est évident que même dans l'aspect positif, ça fonctionne de même. C'est-à-dire que nous sommes ce récipient, nous sommes façonnés de sorte à pouvoir recevoir, mais à nous de faire le choix, qu'est-ce que nous souhaitons, qu'est-ce qu'on veut réellement mettre dans cet ustensile. Et en fonction de ce que nous allons introduire à l'intérieur, c'est ça qui va donner la valeur. Et c'est ça qu'on va laisser comme héritage pour nous-mêmes et bien sûr pour nos proches. Alors pour résumer et pour conclure, et ensuite on laissera le temps aux questions si vous voulez via le chat, c'est que au départ, il ne faut pas mélanger entre cette part d'ego que peut-être on a cultivée dans le temps, et c'est ça qui nous rend ces personnes un petit peu regardantes à droite et à gauche pour savoir est-ce que je suis vraiment dans les rangs en fonction de ce que la société me réclame, mais plutôt essayer de regarder quelle est notre valeur personnelle, quel est mon soi intérieur. On a expliqué tel que le Rambam nous l'a construit, comment le Sefer HaChinour nous a dit que notre objectif, c'est de trouver l'équilibre pour devenir des personnes qui, que, qui peuvent être en contact, en relation avec le monde extérieur. Et puis le Maharal qui dit que tout notre objectif, c'est d'être les potentialisateurs, si on peut le dire comme ça, ceux qui sortent du potentiel, minakor et la et évidemment, tout ça est animé par cette part divine qui est le Neshama. Donc évidemment que la confiance en soi, c'est d'abord développer le soi, et puis y introduire cette part de confiance. Cette part de confiance, c'est quelque part notre part divine. Parce que Dieu nous a envoyés sur terre, et c'est évident que si Dieu nous a envoyés sur terre, c'est qu'il a pleinement confiance en nous. Alors si le Créateur a confiance en nous, c'est évident que déjà nous partons déjà avec un capital confiance magnifique. À nous maintenant de le développer, à nous maintenant de le potentialiser et aller de l'avant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on laisse place aux questions si vous voulez bien. S'il y a des questions, bien Merci. sûr. Merci beaucoup, Monsieur Melki. C'était super, super intéressant. Alors oui, j'ai reçu des questions en privé. Je ne sais pas si Oui, vous avez reçu aussi, mais je peux vous les lire, celles que j'ai reçues. oui, avec plaisir. Alors, j'ai eu 3-4 questions qui revenaient dans la même thématique, qui Oui. est comment retrouver finalement sa voix intérieure quand on s'est tellement habitué à se suradapter aux autres. D'accord. Alors, je reformule la question, c'est comment trouver sa voie intérieure quand on a été dans le temps euh, assujetti à toutes sortes de stickers, oui, comme on les appelle, ces post-it de l'extérieur. Oui, C'est bien ça? exact. Oui. Alors, alors, si vous voulez, il y a, comme on a pu le suggérer, pendant la conférence, c'est vraiment prendre le temps
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très souvent sur les portables, mais prendre un papier, prendre un stylo, essayer de dire quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que, indépendamment de ce que les gens me disent ou ce que les gens pensent sur moi, qu'est-ce que je pense réellement en moi que je peux apporter autour de moi, quelles sont les valeurs que je porte, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Et quand on réfléchit à ces points, on retrouve à l'intérieur de nous-mêmes ce qui réellement fait partie de nous, sans les étiquettes. Alors c'est vrai que ça peut paraître au début un travail qui est un petit peu, comment dire, un petit peu lointain, mais plus on s'habitue à faire ce travail, et plus on arrive à prendre conscience de nos qualités. Et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a réussi à mettre le point vraiment sur quelque chose qui est important pour nous, essayer de le cultiver. Essayer de le cultiver dans le sens où on essaye de faire en sorte que ce point-là, on le met en œuvre, en priorité. J'ai envie de vous dire, par exemple, pour vous donner un exemple concret, il y a parfois des personnes qui se sont habituées à ne pas faire trop de compliments ou ne pas remercier. Et des fois, il y a cette image qui leur colle à la peau. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas forcément dû à leur choix. C'est peut-être parce que simplement, ils se sont habitués à vivre dans un entourage qui est un peu rude, dans lequel complimenter, c'est superflu, ça reste superflu. Mais si cette personne essaie de prendre vraiment un papier, un stylo et dire, mais pour moi, les compliments, c'est quelque chose d'important. Pour moi, ça, c'est une valeur importante. Alors, essayez de la véhiculer. Toujours, comme on l'a dit, dans l'équilibre. Véhiculer des compliments. Alors, c'est pas devenir, c'est pas soudainement devenir la personne qui complimente tout le monde avec, sans aucune limite. Mais c'est de travailler sur ce point que quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, c'est de le dire. Ou bien un autre exemple concret, plus concret, c'est par exemple une personne qui, quand on lui fait un compliment, elle dit ah non, 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 c'est pas moi. Des fois, ça arrive. Une, une femme ou un homme très bon cuisinier, il prépare des plats sublimes. Et puis quand quelqu'un lui dit ah, franchement, c'est très très bon ce que tu as préparé, c'est extraordinaire, il me dit non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Très souvent, il y a des personnes qui ont du mal à recevoir pour eux-mêmes le compliment. Alors, des fois, c'est source à cette fausse humilité qu'on a appris. Alors, encore une fois, c'est ce que j'ai associé en début de conférence, à cet ego, à cette façon d'exister qui est complètement décalée. Parce que fondamentalement, il n'y a rien de mal à savoir dire merci, c'est gentil que tu me fasses un compliment. Mais encore une fois, ce sont ces patterns, ce sont ces modes de fonctionnement qui nous empêchent de laisser transparaître. Ou par exemple, encore, je donne un troisième exemple pour comme ça on brasse un petit peu tout. C'est que un troisième exemple qui pourrait arriver, c'est une personne qui se sent mal à l'aise dans un endroit. Alors des fois, on oublie qu'on a le droit de se respecter. On a le droit de se respecter dans quel sens? C'est que on a le droit de dire, bah, écoutez, moi, dans cette réunion, je ne me sens pas à l'aise. Il y a quelque chose qui me gêne. Je n'aurai peut-être pas les mots maintenant pour l'exprimer, mais il y a quelque chose de gênant pour moi. Donc, je suis désolé, je vais quitter. Ou bien de trouver les mots, comment exprimer votre gêne. Alors des fois, encore une fois, la société nous impose que, attention, dans une réunion, si tu dis qu'il y a quelque chose dans lequel tu sens que tu es mal à l'aise, alors forcément, tu vas te trouver, tu vas devenir l'idiot ou le guignol du coin. Ça, c'est ce que la société impose, mais ce n'est pas ce que la personne ressent. C'est pas ce que le soi de la personne a besoin à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que tout simplement, si on vit systématiquement dans ce modèle,
on pourra jamais, on va, excusez-moi de l'expression, mais ruminer à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, en sortant de cette réunion, je vais commencer à parler sur l'un et sur l'autre. Et puis, qu'est-ce qui va se déployer à ce moment-là? C'est l'ego. C'est l'ego, pourquoi? Parce qu'au moment de cette réunion, de cet endroit dans lequel je me suis trouvé, j'ai été tellement affecté dans mon existence personnelle, parce que je me suis référé à ce mode de fonctionnement, que les remarques ou les choses que j'ai ressenties m'ont détruit. Mais ça, c'est pas le soi. Ça, c'est pas la personne, c'est pas la raison, le motif pour lequel tu as été missionné ici. Ça, c'est la première chose, c'est d'abord avoir ton propre équilibre. Alors, excusez-moi, vous m'avez posé une question et puis j'ai commencé à reprendre dans la conférence. Mais allez-y, je vous écoute pour la prochaine question avec plaisir. Très bien. Alors, il y a aussi pas mal de questions qui ont rejoint cette thématique, qui est parfois le regard de l'autre, il est un moteur quand même pour nous, il est un boost. Alors, comment avoir le geste juste par rapport à ça? Je vais le résumer en un mot, c'est si je l'ai choisi. Si D'accord, je l'ai choisi, si je l'ai choisi, ça veut dire que forcément, c'est un choix que je fais et ça serait encore peut-être plus important de faire en sorte que la personne qui nous inspire, qui est une source d'inspiration, alors qu'elle le sache. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui est une source d'inspiration, ou bien qui est une source de motivation pour nous, alors c'est important qu'elle le sache parce que ça devient une personne référente. Et c'est évident que dans la vie, c'est important d'avoir des personnes référentes auxquelles on peut, alors, je n'utiliserai pas forcément le mot s'identifier, parce que notre identité reste quelque chose auquel on doit s'efforcer de forger par nous-mêmes, par le biais de nos propres efforts, mais on peut s'en inspirer, oui. d'accord. Euh, alors, une autre question, c'est en quoi la confiance en soi, elle est aussi utile à une relation saine avec l'autre? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Alors, déjà, je réponds à la question oui, il y a un lien. Et pour parler de relation, on est obligé de parler de deux individus. Alors, et pour qu'il y ait une relation équilibrée, c'est à l'image d'une balance. C'est que si vous mettez sur une balance deux poids, mais un est beaucoup plus lourd que l'autre, alors forcément, il y aura un déséquilibre. La même image, c'est que je peux vous donner une autre métaphore, c'est que si une personne a un jeu, un échiquier, pardon, oui, un échiquier, et il dispose, d'un côté on dispose des pions d'échecs et de l'autre côté on va disposer des pions de dames, des pions de dames. Euh, alors oui, bien sûr, l'échiquier est identique pour les deux jeux, mais on ne joue pas la même partie avec les mêmes règles. Donc c'est évident que d'abord, une personne doit savoir dans quel univers personnel elle évolue, et ensuite, elle rentre en contact avec les personnes qui l'entourent. Mais si une personne est vide et elle cherche à rentrer en relation avec d'autres personnes, mais qu'elle-même n'a pas ses convictions, alors c'est évident que quand elle rentrera en relation avec une personne A, elle s'adaptera à A. Quand elle rentrera en relation avec une personne B, elle sera B, et puis ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va devoir s'adapter aux personnes qui l'entourent, mais elle-même, elle n'aura pas elle n'aura pas constitué son univers personnel. Donc, c'est évident que pour avoir une relation équilibrée, on doit d'abord penser à soi. Et la confiance en soi démarre déjà par le fait d'admettre qu'on existe, d'admettre d'admettre et d'accepter nos défauts et nos qualités. Ok. Alors, il me reste deux questions qu'on a reçues aussi sur Instagram avant la conférence. Oui. Une des questions, c'est pourquoi finalement on se façonne tellement autour du regard des autres et pourquoi on a tellement peur d'être rejeté par les autres? Alors, c'est une excellente question. Alors, j'ai envie de vous dire
que la réponse, c'est la peur. Alors, voilà, c'est une image que je donne, que certainement vous avez peut-être déjà entendue dans une de mes conférences, mais une usine qui produit des cookies, des gâteaux, elle a une recette, elle veut que cette recette marche. Tous les gâteaux sont façonnés de la même façon. Et puis, le gâteau qui n'est pas exactement bien défini ou qui n'a pas pris la forme exacte, il va être rejeté de la ligne de production tout simplement parce qu'il ne rentrera pas dans le paquet. Donc, imaginez-vous qu'un être humain qui vit sa vie en fonction de ce schéma de fonctionnement, alors systématiquement, il vivra dans une peur. Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je vais rentrer dans la boîte? Est-ce que je pourrais dire ce que j'ai envie de dire? Est-ce que j'ai le droit de penser ce que je veux penser? Est-ce que j'ai le droit de me poser les questions, telle et telle question? Donc, il vivra constamment dans une peur. Et donc, il y a extérieurement, il montrera que tout est OK, que tout va bien. Donc, dans l'enveloppe externe, tout ira bien. Mais dans l'enveloppe, dans la partie intérieure, si on veut reprendre les termes du Rambam, dans la partie, dans la partie physiologique, tout va bien, mais dans la partie intérieure, les sens, l'imaginaire, l'éveil, l'intellect, il y a un décalage. Et j'ai envie de vous dire, maintenant, après, je m'avance, mais c'est encore un autre thème d'une autre conférence, c'est que c'est vrai que ce décalage entre la partie intérieure et la partie extérieure, souvent, peut générer des, euh, des expressions physiques et même des difficultés ou des maladies qui s'expriment à travers le physique. Parce que tout simplement, l'enveloppe corporelle aussi en prend un coup. Ce n'est pas un hasard que la Torah nous dit qu'une personne qui prononçait des choses qu'il ne fallait pas prononcer, il avait un signe sur son corps. C'est parce que tout simplement, on remarque qu'il y a une relation très intime, très profonde entre la personne que nous sommes intérieurement et la personne que nous sommes extérieurement. Alors même si extérieurement, on essaie de faire paraître une enveloppe qui est une enveloppe sympathique, mais si intérieurement ça ne va pas, il y aura une difficulté. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, j'imagine. En tout cas, j'espère pour la personne qui l'a posé. Oui, En tout cas, c'était clair. Merci beaucoup. Alors, il me reste une dernière question. Après, si vous voulez oui, conclure ou s'il y en a d'autres. J'ai oui. vu. OK. Alors, cette question, c'est comment se brancher et réaliser notre potentiel, ce vrai potentiel-là? Donc, comme vous l'avez expliqué, celui qu'Hachem, il a eu la confiance de placer en nous. Comment vraiment toucher ce vrai potentiel-là? Comment Alors, l'identifier déjà? pardon? Comment l'identifier déjà, en premier temps? Bon, alors, l'identifier, euh, ça reste relativement simple. L'identifier, c'est que quand on se lève le matin, c'est déjà la meilleure façon de l'identifier. Au moment où une personne se lève le matin et peut respirer convenablement et il retrouve ses membres en bonne santé, déjà il prend conscience que son existence, qui se renouvelle systématiquement, provient d'une part qui est une part divine. Donc, parfois, on va chercher très loin, mais il suffit de prendre conscience de ses habitudes quotidiennes. Et d'ailleurs, je pense que chacun ou chacune d'entre vous sait qu'on l'exprime de manière spontanée tous les jours et on remercie le Créateur qui nous a rendu ce potentiel. On dit Sherzat Tabin Ishmati. Donc, c'est-à-dire que ce potentiel, on l'a. L'identifier, on l'identifie. Maintenant, la question, c'est que il me semble que la difficulté, c'est qu'on a rendu un peu mystique cette part d'énergie. Vous savez, c'est pas parce que j'ai dans cette pièce une prise
et je n'ai pas d'objet attaché, ni une lampe, ni une ampoule ou ni une lumière, c'est qu'il n'y a pas d'électricité dans la prise. L'électricité est toujours présente. Tout dépend, est-ce que je décide d'activer cette électricité qui est là? Donc, si on considère que la neshama, c'est quelque chose de virtuel, alors c'est évident qu'on ne peut pas l'identifier. Mais si on considère que la neshama, c'est cette source énergétique illimitée, alors à ce moment-là, il reste uniquement de se dire et de le fixer réellement dans notre esprit, puisqu'on a expliqué que l'endroit, le lieu dans lequel la neshama s'exprime de manière la plus évidente, c'est dans le cerveau. Et donc, c'est de là que le développement personnel démarre, c'est de la prise de conscience, c'est de dire, bah, à partir de maintenant, je vais me fixer une chose, un point, un élément sur lequel je vais mettre tout en œuvre pour mettre au maximum, déployer au maximum ce potentiel énergétique. Alors, c'est évident que parfois, il faut être un peu accompagné, parce que si une personne essaye d'alimenter toute une maison avec, euh, avec un petit, comment on appelle ça, un petit panneau solaire qui fait 2 cm sur 2 cm, ça risque d'être compliqué. Il faut d'abord activer tout le système pour qu'il soit mis en marche. Et après, c'est chaque individu en fonction de sa voix, en fonction du respect qu'il faut lui accorder de manière personnelle pour faire cette évolution de manière progressive. Mais après, voilà, c'est vraiment très individuel comme réponse, mais ça, c'est de manière un petit peu plus générale. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Melki. En tout cas, j'ai plus de questions de mon côté. Voilà, moi j'ai vu juste dans le chat une question, comment réparer les dommages corporels dans ce cas? Alors, alors je ne sais pas exactement à quoi la personne qui a posé la question fait référence. Donc, il me semble que c'est au moment où j'ai parlé des répercussions corporelles sur un certain nombre de, de difficultés personnelles. Alors, plus on travaille sur soi, plus on travaille sur notre personne et sur cet équilibre, plus l'équilibre physique revient de manière, alors je n'ai pas envie de dire spontanée, mais peut revenir de manière naturelle. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Voilà. Sur ce, alors, on demande est-ce qu'on peut récupérer l'enregistrement des cours? Je laisse l'administrateur répondre à cette question. En tout cas, ce que je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous, c'est pendant cette période que nous vivons maintenant, et d'ailleurs c'est une période qui précède la fête du deuxième Pessah, Pessah Sheni, c'est de prendre conscience que le potentiel existe en nous. On l'a, c'est une valeur sûre. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a envie juste de prendre, d'utiliser du papier à poncer pour essayer de modeler ce qui ne va pas pour essayer de nous adapter aux autres, ou tout simplement aller à l'intérieur de nous-mêmes, épuiser de cette énergie et, et la laisser s'exprimer. Alors, je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne santé, une bonne soirée et une bonne continuation. Merci à vous encore pour votre attention et pour votre écoute. Merci à vous, Monsieur Melki, d'avoir investi votre temps ce soir pour nous partager tout ça. C'est toujours un plaisir de... Merci. Oui. Et voilà, pour les personnes qui ont demandé pour le replay, oui, il sera disponible sur menora.fr et je vous l'enverrai aussi en WhatsApp, Monsieur Melki. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée et au revoir.